Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30 de Label Radio et Télévision. Voici les titres du journal. Les deux candidats au second tour de la présidentielle au Libéria confiants quant à l'issue du scrutin. Qui de Joseph Boakai et de George Oppong-Weah va l'emporter? Retour sur la célébration hier de la fête de Noël, le contenu des messages dans les églises sera exploré. Enfin, à la découverte d'une activité sportive en vogue à Sao Tomé et Principe, le surf riding. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus et merci de nous rejoindre si vous nous retrouvez seulement maintenant. Très heureux de vous retrouver donc pour cette édition du journal sur votre chaîne panafricaine. Et d'abord, le Libéria, où les Libériens se sont enfin rendus aux urnes aujourd'hui pour élire leur président de la République. Un scrutin qui est intervenu avec 7 semaines de retard sur la date initiale. Joseph Boakai, l'ancien vice-président, et George Oppong-Weah, ex-footballeur international de renom, sont tous les deux confiants quant à l'issue du scrutin. Alex Blériot-Momha pour les détails. Alors qu'il est, les 2,1 millions d'électeurs libériens ont en principe fait le choix de celui qui va porter leur destin pour les 6 prochaines années. Plus que quelques jours donc, et le monde entier, le Libéria en premier, sera qui de George Weah, l'ancien star international de football, et Joseph Boakai, le vieux routier de la scène politique libérienne, a gagné la confiance de ses compatriotes pour maintenir la paix, entretenir la stabilité, relancer l'économie, garantir la bonne éducation pour les enfants et un meilleur système de santé pour tous, créer des emplois pour les jeunes. En somme, le mieux à même de créer les conditions d'un meilleur futur pour le pays. Ellen Johnson Sirleaf, la présidente sortante et prix Nobel de la paix 2011, pourra alors enfin passer la main et aller jouir d'un repos mérité après un long et interminable marathon électoral débuté le 10 octobre dernier et marqué par un imbroglio judiciaire sur fond de recours en cascade. Après le ralliement au sénateur Weah de Charles Brumskin et Prince Johnson, 3e et 4e au premier tour, respectivement avec 9,6% et 8,2%, les pronostics mathématiques et mécaniques plaident pour une victoire de l'ancien footballeur, 51 ans, reconverti en politique, qui tente sa chance pour la 3e fois. Mais la politique n'est justement pas une science exacte et Joseph Boakai, 73 ans, 29% des suffrages au premier tour, ne perd pas espoir de récupérer un fauteuil qui était juste à la porte d'à côté. Rappel, ils étaient 20 candidats au départ pour cette première alternance pacifique dans le pays depuis 1944. Maintenant, parole aux urnes. Une situation au Libéria que nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt pour vous sur Label Radio et Télévision. Et puis au Cameroun, les chefs traditionnels, eux, ont une grande ambition pour la paix dans la partie anglophone du pays qui est menacée depuis un moment par des troubles. Les chefs traditionnels ont tenu leur 20e assemblée générale à l'issue de laquelle ils ont réélu Jean-Jacques Ndoudoumou pour un mandat à la tête de cette organisation très importante dans le pays. Voici le récit de nos confrères de la CRTV, la chaîne de radio et télévision nationale du Cameroun. L'arrondissement de Zouétélé était entouré de solennité au plan culturel. De cette 20e Assemblée générale, Sa Majesté Jean-Jacques Ndoudoumou, grand amateur des balafons, a rempli pour un 3e mandat, de même que Sa Majesté Martin Bilingue Boudou à la tête du comité des sages. C'est un sentiment de joie, mais aussi pas d'inquiétude, mais c'est un ferme engagement que j'ai pris. Nous avons décidé de redynamiser cette association. Il y a donc beaucoup de travail à faire pour adapter nos statuts et pour jouer pleinement notre rôle d'encadrement des chefs. Bien qu'attachés à la tradition, ces dignitaires traditionnels ont pris position sur un fait d'actualité, la crise dans les régions anglophones. Nous prenons le dialogue et la concertation entre fils d'une même nation. À cet égard, les chefs traditionnels ont promis leur soutien au chef de l'État dans la guerre qui est enclenchée contre ces meurtriers-là. Majestueux, ils les méritent bien au regard de leur costume, même si certains tendent encore à s'arrimer au nouveau code vestimentaire. Nous allons au niveau du bureau voir les moyens et les modalités qu'il faut pour que chaque chef ait sa tenue traditionnelle.
Créée en 1993, l'ACTAS regroupe en son sein 64 chefferies dédiées au développement des différents villages de l'arrondissement de Zouété. La fête de Noël a été célébrée hier 25 décembre et les messages de paix ont été nombreux dans les lieux de culte, qu'ils soient protestants ou catholiques. Notre correspondante à Yaoundé, Élise Kenimbeni, a fait le tour. Voici son sujet. Dans les églises de la ville de Yaoundé au Cameroun, la célébration diffère des jours ordinaires. Les fidèles chrétiens, tous vêtus aux couleurs de Noël, ont assisté aux différents cultes et messes. À la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé, c'est un message sur les grands problèmes existentiels. Cela veut dire pour nous qu'en ce moment, nos préoccupations doivent être de construire dans la réalité de nos vies des regroupements de paix, de fraternité et d'amitié, dépassant ainsi tout repli identitaire, toute division ou toute discrimination. À l'église évangélique du Cameroun, le message a été axé sur la célébration d'une réalité capitale et non d'une date. Celui qui est né ou alors celui qui est mort pour laver les iniquités est né un jour. Ce n'est pas une réalité extraterrestre, mais une réalité contemporaine. Nous avons dit que Dieu continue à parler. Il continue à se faire parole chère. Il continue à être le Logos qui sort le peuple trempé dans les ténèbres pour l'amener à l'admirable lumière qui est le Seigneur lui-même. Du côté de l'Église chrétienne libérale d'Afrique, c'est une autre appréhension et un message différent délivré aux fidèles. Nous pensons que Noël se vit dans tous les reins de la nature. Et nous qui sommes du genre humain, du règne humain, nous le vivons de manière consciente, de manière intelligente, de manière spirituelle, en ce sens que dans tous les organismes vivants, il se produit un phénomène comme climatique dans la chair. La symbolique de la fête de Noël est ainsi chargée de messages religieux et prépare les fidèles à la traversée de la nuit de la Sainte Sylvestre pour entrer dans la nouvelle année 2018 dans quelques jours. Nous voici en Afrique de l'Ouest, au Mali précisément, à Bamako, la capitale du pays. Le président Amadou Toumani Touré est rentré au Bercail il y a environ 48 heures après 5 ans d'exil forcé passé au Sénégal voisin. Amadou Toumani Touré avait alors été renversé par le capitaine Amadou Aya Sanogo. Laetitia Ngadibika. C'est pourquoi au nom du Mali, je l'ai décidé, je dis, mon cher cadet, il est temps de revenir, le climat me semble favorable. Ces mots sont du président Ibrahim Boubacar Keïta à l'endroit de son cadet, l'ancien président Amadou Toumani Touré, qui a été le 4e à diriger la République du Mali du 8 juin 2002 jusqu'au coup d'État du 22 mars 2012. ATT est donc de retour chez lui. Un retour triomphal pour cet homme qui a quitté son pays presque sur la pointe des pieds il y a 5 ans. ATT, comme le surnomment affectueusement ses supporters et sympathisants, venus en nombre pour l'accueillir à son retour, n'a pas caché son émotion. L'ex-président malien avait été renversé le 22 mars 2012 par le capitaine Aya Sanogo et ses compagnons qui l'accusaient d'incurie face à la rébellion dans le nord du pays. Il avait d'ailleurs démissionné 1 mois plus tard en avril, puis quitté le Mali pour Dakar avec sa famille, alors qu'il ne lui restait qu'un mois avant la fin de son mandat. Un coup d'État qui avait d'ailleurs précipité la déroute de l'armée face à la rébellion à dominante Touareg et au groupe djihadiste lié à Al-Qaïda dans le nord. Ces partisans, nostalgiques d'une époque où tout semblait sous contrôle, ont eux aussi exprimé leur joie. De quoi demain sera fait pour l'ancien président malien? À qui profitera ce retour? Ce retour masquera-t-il les antagonismes à l'encontre d'ATT, puisqu'une partie de la population réclame toujours des comptes sur la gestion de la crise du Nord? Malgré l'abandon des charges contre l'ancien président pour haute trahison, autant de questions qui taraudent les Maliens d'origine et d'adoption. Les soutiens indéfectibles d'Amadou Toumani Touré, issus du Parti pour le développement économique et la solidarité, se disent prêts, eux, à le suivre quoi qu'il décide, car pour eux, le retour de l'ancien président malien ne relève pas de la simple compréhension humaine. Wait and see.
Et puis l'Afrique n'est plus que le berceau de l'humanité. Il y a aussi le terreau de la révolution numérique. 4 pays en Afrique de l'Ouest servent de tête de liste justement dans ce classement. On peut parler du Kenya, du Nigeria, du Togo et même du Sénégal. L'Afrique est donc très bien partie pour exploiter justement le numérique et en faire un véritable outil de développement. Numérique. Les mots sont bien trop petits pour le dire, car il n'est plus simplement question d'envisager les objectifs de développement durable pour le continent, mais de percevoir que son potentiel va bien au-delà. Certains indices montrent en effet que le continent africain, certes, à des degrés divers entre États, a le potentiel d'un développement économique qui promet d'être exponentiel plus qu'arithmétique. 1,2 milliard d'habitants en 2017, le continent africain recenserait 2,5 milliards d'âmes en 2050 et devrait atteindre 4,4 milliards en 2100. Un dynamisme démographique qui devrait propulser les dépenses de consommation du continent de 680 milliards de dollars en 2008 à environ 2200 milliards de dollars en 2030. C'est dire du gigantisme de ce marché qui souffre d'une sous-industrialisation manifeste. Autant dire que l'Afrique constitue le creuset de la croissance mondiale de demain, une croissance qui, pour le continent, s'appuiera sur l'innovation technologique et l'économie verte. En ce qui concerne justement la technologie et son utilisation en Afrique, il convient de le constater au Kenya, par exemple, qui, avec d'autres pays du continent, détient un leadership mondial dans le paiement mobile. La possession massive par un grand nombre de citoyens kenyans d'un téléphone mobile a rendu évidente la logique d'utilisation de ce terminal comme infrastructure de base pour déployer les services bancaires avec en premier lieu la fonction paiement. Plus encore, le Kenya a lancé en avril dernier le premier emprunt obligataire exclusivement disponible sur téléphone mobile. Ainsi, parle-t-on désormais de concept de reverse innovation numérique. Elle a commencé avec le paiement mobile en Afrique et se prolongera par la e-citoyenneté, la e-santé ou encore la e-agriculture. La pharmacie virtuelle sénégalaise Jox Santé, la solution MP-Digré qui lutte au Ghana contre les faux médicaments, sont autant d'applications digitales qui génèrent des fonctionnalités innovantes. Un autre exemple, celui des jeunes entrepreneurs au Togo qui, appuyés par un centre d'innovation communautaire, ont mis au point la première imprimante entièrement fabriquée à partir de déchets électroniques. C'est dire que l'atout digital peut être exploité dans tous les domaines en Afrique et qu'il est possible d'accélérer le développement économique et social du continent en exploitant les promesses de la technologie. L'Afrique véritablement en état de marche. Et maintenant, ce classement qui positionne les pays africains en fonction de leur capacité à créer de la richesse. C'est un top 10 qui a été rendu public il y a quelques jours, on va dire une dizaine de jours. Un classement qui se fait habituellement à cette période, notamment à l'approche de la fin de l'année. En matière de PIB, le Nigeria est de loin le pays le plus riche d'Afrique en 2017. Aidé par une forte production pétrolière et le redressement des cours mondiaux des matières premières, le PIB au prix courant du Nigeria, qui représente plus de 72% de l'ensemble des économies de l'Afrique de l'Ouest, devrait atteindre 581 milliards de dollars cette année contre 519 en 2016. Loin derrière, l'Afrique du Sud, qui est sortie de récession au second trimestre de 2017, arrive en deuxième position, avec 276 milliards de dollars. Reléguée au troisième rang par la nation arc-en-ciel, l'Égypte, dont l'économie est encore convalescente, marque la présence du premier pays nord-africain dans ce classement grâce à un volume d'activité qui avoisine 264 milliards de dollars. S'en suivent l'Algérie, qui totalise 170 milliards de dollars, complétant le quartet de tête, puis l'économie soudanaise qui pèse au bout de cette année 124 milliards de dollars. Cette dernière surclasse ainsi le Maroc qui, malgré le dynamisme de son économie, marqué par un début accentué de diversification, est à 121 milliards de dollars. Avec 104 milliards de dollars, l'Angola reste le 7e pays le plus riche en Afrique en 2017. L'Éthiopie, locomotive de la croissance africaine, devrait garder sa 8e place avec 93 milliards de dollars contre 84 milliards en 2016. Enfin, le Kenya, 77 milliards de dollars et la Tanzanie, 52 milliards, tous de la sous-région Est, la plus dynamique d'Afrique en termes de PIB, complètent le top 10.
Une richesse qui doit avoir un impact sur la qualité de vie des populations. C'est ce que ces populations attendent de nos dirigeants. La suite du journal, avec cette fois la Côte d'Ivoire qui est elle aussi en marche. Le gouvernement veut faire en sorte que la noix de cajou renforce l'économie et des mesures intéressantes ont été prises, notamment une fiscalité avantageuse. Emmanuel Tungu. Le principe de la fiscalité est de prendre une fraction de la richesse créée pour faciliter la redistribution. Ainsi, le volume de la production de la noix de cajou dans l'économie nationale vient renforcer la richesse nationale. La taxe sur la fiscalité concernant le cajou, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, devra permettre de créer de la richesse et renforcer le budget vu les défis du développement du pays. Le gouvernement ivoirien a adopté jeudi en Conseil des ministres une ordonnance instituant une taxe sur les exportations de noix brutes de cajou en vue du soutien au développement durable de la filière Anarcade ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance institue une taxe de 30 francs CFA le kilogramme de noix brutes de cajou exportées. Les ressources générées par cette taxe sont destinées au financement des activités liées au renforcement de la compétitivité de la chaîne de valeur et au soutien de la structuration de la filière Anarcade. Selon le dispositif légal, cette taxe est modulable pour chaque campagne afin de tenir compte de la performance de la filière et de nécessité de préserver son équilibre. Notre reportage consacré à l'éducation dans ce journal au Bénin, il est désormais interdit d'exclure les élèves au motif qu'ils n'ont pas payé leur contribution, à les empêchant par exemple de faire des devoirs, des tests d'évaluation ou bien de prendre part à des concours. La mesure a été prise par le ministère de l'Éducation. Voici le sujet de nos confrères et partenaires de Golf TV Africa. Ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle entend contribuer à l'amélioration des résultats scolaires en prenant cette décision qui interdit le renvoi des élèves pendant les devoirs surveillés et aussi la confiscation des convocations des candidats pour non-paiement des contributions. La décision est saluée par des responsables d'établissement, mais certains n'y voient pas de pertinence. Moi, en tant que fondateur directeur général de mon groupe scolaire, je renvoyais les élèves pendant les cours. Et pendant les devoirs, je les laissais composer. Mais je me suis rendu compte que l'élève qui n'a pas suivi le cours ne pourra pas avoir un bon rendement. Et c'est pour cela que j'ai pris la décision de les laisser en classe pour qu'ils puissent acquérir la connaissance que les professeurs apportent. L'envoyer pendant les devoirs serait la meilleure option afin de permettre aux élèves de bien suivre les cours selon lui, mais d'autres saluent la décision dans son ensemble. C'est une bonne décision parce que après un certain nombre de mois de cours, il faut jauger le niveau des enfants. Si au cours de cet exercice, les enfants doivent être renvoyés, alors quel est le résultat que nous attendons d'eux après les cours? Donc, je vois que la décision du ministre est bien arrivée. Le problème a juste été déplacé, à en croire certains chefs d'établissement. Quand moi j'étais censeur dans un collège, j'étais contre effectivement que nous renvoyions les enfants lors des devoirs surveillés, puisque ce n'est pas de leur faute si la contribution n'a pas été payée. Mais nous devons les renvoyer, on les renvoie d'abord avant de prendre la contribution scolaire, on les renvoie d'abord. Donc, je vois simplement que le mal est déplacé. Même si on ne le renvoie pas au niveau des devoirs surveillés, on va les renvoyer du coup. Si on a renvoyé l'élève du coup,
Mais même si on l'accepte à faire devoir surveiller, on n'aura pas de performance. Selon le directeur du cabinet du ministère des enseignements secondaires, techniques et professionnels, les responsables d'établissement doivent trouver d'autres stratégies pour entrer en possession des contributions. Quand on envoie un élève à l'école, c'est pour qu'il puisse étudier. Et quand il étudie, il doit être évalué. Ce n'est pas lors de l'évaluation ou à la veille de l'évaluation qu'on va lui dire sort de la classe. Là, on va évaluer quoi? Donc, à ce niveau, le ministre a été suffisamment clair. Les chefs d'établissement et les comptables doivent trouver une autre stratégie pour recouvrer les contributions. Quelle stratégie trouver? C'est à cette réflexion que les acteurs de l'éducation sont renvoyés. Maintenant, notre petit voyage dans notre rubrique du monde en bref à travers le monde. On commence par l'Amérique et à Cuba, vous verrez qu'un concours de feux d'artifice organisé comme par tradition à l'occasion du réveillon de Noël a tourné au drame. Les populations de Guadeloupe et de Martinique sont allées offrir de la tendresse aux enfants de Saint-Martin, île des Antilles françaises dévastée par la tempête Irma. Les habitants de l'île ont perdu de nombreux effets personnels dans la catastrophe. De nombreux enfants ont été émus aux larmes en recevant leurs cadeaux. Le réveillon de Noël à Cuba gâché par un accident de feu d'artifice. Un drame survenu dans la ville de Remedios. 22 personnes, toutes de nationalité cubaine, ont été brûlées. Au pays de Fidel Castro, la tradition veut que le 24 décembre au soir, 2 quartiers s'affrontent dans un concours de feu d'artifice. Comme il s'y attendait, l'opposant russe Alexei Navalny ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Sa candidature a été rejetée par la Commission nationale électorale en raison de sa condamnation par un tribunal pour détournement de deniers publics. L'opposant, considéré par ses soutiens comme le véritable adversaire de Vladimir Poutine, a d'ores et déjà appelé au boycott de ces élections. Enfin, accusé par le comité international olympique, le monsieur sport de Russie, Vitali Mutko, suspend ses fonctions pour se défendre devant le tribunal arbitral du sport. Le comité international olympique accuse Vitali Mutko d'avoir aidé à la mise en place d'un système de dopage institutionnalisé en Russie, ce qui a valu à Moscou une suspension des Jeux de Pyeongchang. On se rend tout de suite à l'archipel de Sao Tomé et Principe, c'est en Afrique centrale, près du Gabon. Dans cet archipel, mis à part le tourisme, il y a désormais le surf ruding, une activité sportive qui est en pleine progression, nous dit Rodney Ovono. Le surf s'impose de plus en plus comme une discipline appréciée en Sao Tomé et Principe. Si plusieurs touristes s'y adonnent déjà, de nombreux jeunes Sao-Toméens s'ouvrent peu à peu à ce sport qui, selon certaines sources, trouverait ses origines à Hawaï. Dans cet archipel du golfe de Guinée de moins de 200 000 habitants, plusieurs jeunes pratiquent le surf depuis environ une dizaine d'années. Et Daniel Afonso est l'un d'entre eux. S'il avoue avoir débuté sur des vieilles planches en bois, aujourd'hui, il fait partie des athlètes de la Fédération Sao-Toméenne de surf qui ont déjà participé à au moins une compétition internationale. Si pour le moment, seuls 3 surfeurs représentent le pays aux tournois internationaux, la Fédération de surf compte sur l'appui du gouvernement pour que le surf ne soit plus perçu comme un passe-temps, mais plutôt comme un sport à part entière au même titre que le football ou le basketball. Une initiative qui pourrait permettre à ce sport de devenir encore plus populaire. Vous pourrez prendre des cours de voile ou de ski en mer, ça ressemble à ça, en allant voir Rodney Ovono qui en connaît un rayon. La suite pour cette actualité des sports, on peut être une star de football et bien finir dans la rue, c'est arrivé même dans les pays de football. Emmanuel Eboué, ancienne star des éléphants de Côte d'Ivoire, est finalement revenu dans son club de Galatasaray, cette fois en qualité d'entraîneur adjoint. Emmanuel Eboué avait été mis en difficulté par une sanction de la Fédération internationale de football association. Récit Ovono revient sur ce parcours. Serait-ce la lumière au bout du tunnel pour Emmanuel Eboué?
L'ancien international ivoirien de 34 ans qui connaît une véritable descente aux enfers depuis quelques temps pourrait retrouver du travail. Dans un entretien accordé à un média britannique, celui qui a porté les couleurs de l'ASEC Mimosa d'Abidjan, d'Arsenal ou encore de Galatasaray évoque les raisons qui ont conduit à sa faillite. En 2016, il avait été suspendu par la Fédération internationale de football pour une dette de 800 000 € auprès de son agent de l'époque. Son récent divorce a été très douloureux selon ses dires. Son ancienne épouse Aurélie Bertrand, qui gérait ses finances, a obtenu la garde exclusive des enfants ainsi que la fortune amassée depuis le début de sa carrière. Sans argent, le finaliste de la Ligue des Champions 2006 avec Arsenal, qui confie avoir dormi souvent chez des amis, a lancé un cri d'alarme. Le club turc de Galatasaray, dont faisait partie Eboué de 2011 à 2015, à en croire un média local, aurait proposé aux footballeurs un poste d'éducateur au sein des équipes de jeunes du club. Une bonne nouvelle donc pour celui qui a joué 2 Coupes du Monde avec la Côte d'Ivoire. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous de l'actualité sur la belle radio et télévision que nous vous remercions d'avoir suivi, moi et les équipes rédactionnelles et techniques. Ne désespérez jamais de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde. Et surtout, n'oubliez pas de rester en notre compagnie. Il est prévu un programme spécial juste après ce journal.